Dans le paysage vibrant de la musique française, peu de noms résonnent aussi fortement que celui d'Hervé Villard. Avec une carrière s'étalant sur plus de 5 décennies, il a captivé le public avec des succès inoubliables comme Capri, C'est fini et Nous, vendant des millions de disques à travers le monde. Connu pour sa voix distinctive et sa présence charismatique sur scène, Villard a laissé une empreinte indélébile sur le mouvement yéyé et au-delà. Cependant, ce ne sont pas seulement ses réalisations musicales qui intriguent ses fans, mais aussi le parcours personnel derrière l'artiste. À 78 ans, Hervé Villard se livre enfin sur sa vie, partageant des réflexions et des révélations qui ont longtemps été sujettes à spéculation. Rejoignez-nous pour explorer son héritage remarquable et découvrir les vérités qu'il a gardées près de son cœur. Une enfance troublée. Le chemin d'Hervé Villard vers la gloire. Hervé Villard, célèbre pour son tube « Capri, c'est fini », a connu une enfance marquée par la difficulté et la perte. Né en 1946 d'une mère inconnue dans un taxi parisien, il a été séparé d'elle à l'âge de 7 ans et placé dans un orphelinat. Il n'a jamais connu son père et a passé sa jeunesse à être passé d'un foyer d'accueil à un autre, vivant finalement avec une famille de fermiers dans le Berry. Cette enfance instable a conduit à une adolescence troublée. À l'âge de 14 ans, Hervé était devenu un adolescent rebelle vivant dans les rues de Paris. Il se retrouvait dans des situations dangereuses, entouré d'autres jeunes en difficulté qui recouraient au vol et à d'autres crimes pour survivre. C'est durant cette période difficile qu'une rencontre fortuite a changé le cours de sa vie. Un jour, alors qu'il errait près de la gare Montparnasse, il a rencontré un peintre nommé Dado, qui lui a offert un sandwich et l'a invité à l'ouverture d'une galerie d'art. Cet événement a introduit Hervé dans le monde de l'art et, plus important encore, à Daniel Cordier, un résistant et écrivain qui allait devenir une figure clé de sa vie. Daniel Cordier a pris Hervé sous son aile, l'aidant à se remettre sur le droit chemin. En 1962, Cordier est devenu son tuteur légal, lui offrant stabilité, éducation et l'opportunité de poursuivre une carrière musicale. Hervé a crédité Cordier de lui avoir donné la liberté et les connaissances qui ont conduit à son succès. En 1965, Hervé Villard avait atteint la célébrité avec « Capri, c'est fini », dédiant son travail à Cordier comme preuve qu'il pouvait réussir. Cependant, derrière ce succès se cachait un homme encore aux prises avec des pertes personnelles profondes et une histoire familiale complexe. Malgré sa notoriété, Hervé n'a jamais rencontré son père, apprenant plus tard que celui-ci avait quitté sa mère peu après sa naissance. Sa mère, Blanche, souffrait d'alcoolisme et de la maladie d'Alzheimer, et ils ont brièvement renoué avant sa mort en 1981. Leurs retrouvailles, facilitées par des journalistes, étaient amères, car elles apportaient plus de douleur que de réconfort. Après avoir subi une crise cardiaque en 2008, Hervé s'est tourné vers l'écriture pour exprimer ses cicatrices émotionnelles. Son autobiographie, L'âme seule, et sa suite, Le bal des papillons, explore la douleur de son enfance et les événements tragiques qui ont façonné sa vie. Malgré les défis, la résilience et le talent d'Hervé Villard lui ont assuré un héritage durable dans la musique française. Le chagrin et le parcours d'Hervé Villard. Lors d'une tournée de 2 ans en Amérique du Sud, Hervé Villard a rencontré son premier amour. Ses tentatives répétées d'échapper à sa situation l'ont conduit à être placé dans 7 familles d'accueil différentes. Parmi elles, une famille de métayers dans la région du Berry l'a traité comme leur propre fils, offrant au jeune garçon un sentiment de stabilité. Elle s'appelait Consuela, mais on l'appelait affectueusement Lala. Villard l'a rencontrée au Mexique, où elle était la fille d'enseignants de la province du Chiapas. Dans son autobiographie de 2020, Du lierre dans les arbres, Villard a réfléchi à cet amour. Elle était une amie, une sœur, et nous avions fait un pacte d'avoir un enfant ensemble. Il s'est convaincu qu'il était destiné à fonder une famille et que leur enfant métis serait beau et fort. Elle avait besoin de moi.
et j'avais besoin d'elle, a-t-il déclaré dans une interview avec Gala. Au Mexique, Vilar était une idole nationale, et il avait trouvé une femme qu'il aimait profondément. Dans son livre, Vilar a imaginé à quoi son enfant aurait pu ressembler et comment il l'aurait élevé. Il sera beau et intelligent comme son papa Hervé. Nous l'appellerons Pedro ou Pierre. Vilar s'imaginait Lala se promenant un jour dans Paris, visitant Saint-Germain sur les traces de Simone de Beauvoir. Malheureusement, Lala ne verrait jamais Paris et Pedro ne naîtrait jamais. La jeune femme, enceinte de l'enfant de Vilar, est morte dans un accident de voiture, brisant le rêve de paternité de Vilar. Notre enfant est mort avant de pouvoir naître, a-t-il déploré dans son livre. Il a emporté avec lui mon désir d'être père sans passé. Il aurait fait de moi un Superman. Dans une interview avec France Dimanche, Vilar a partagé « On pense qu'on ne se remettra jamais. Je voulais tellement cet enfant. Je voulais rentrer chez moi avec quelqu'un qui m'attendait, endormir un enfant. Que pouvais-je faire d'autre à 30 ans que de fonder une famille ?» Près d'une décennie plus tard, Vilar a rencontré Alexandra, la deuxième femme significative de sa vie. Ils se sont rencontrés lors d'un vol de Nice à Paris. Alexandra Giraud, mieux connue sous le nom de Kim Harlow, était une magnifique danseuse du Lido. Les deux ont emménagé ensemble dans un bel appartement parisien. Leur carrière les occupait et les éloignait souvent pendant de longues périodes. Mais entre les tournées du chanteur, ils discutaient souvent de mariage. Alexandra avait même accepté de l'épouser avant que leur relation ne se termine brusquement au début des années 1990. 2 ans plus tard, le 29 novembre 1992, la tragédie a encore frappé. Alexandra est décédée d'une méningite virale soudaine. Elle aussi était enceinte, prête à donner à Hervé Vilar l'enfant qu'il avait tant désiré. Face à une autre perte dévastatrice, Vilar a trouvé du réconfort dans le monde de la musique, notamment avec son label de disques, Tréma. Les patrons, Régis Tallard et Jacques Revaux, savaient tout de moi, mes tragédies, ma mère, l'enfant que je n'ai jamais eu, même si j'ai essayé, en tant qu'homme gay, avec cette femme qui est morte enceinte, a écrit Vilar dans son autobiographie. Avec le cocon qu'ils m'ont fourni, je me sentais invincible. Alors qu'il célèbre son 78e anniversaire, Vilar reste invincible, bien qu'il ait admis dans une interview avec Le Parisien que sa vie personnelle a été un désastre complet, un voyage de vérité. Le 24 juillet, Hervé Vilar a célébré son 78e anniversaire, marquant près de 60 ans dans l'industrie musicale sans projet de retraite, alors qu'il est prévu qu'il se produise à nouveau à Paris plus tard cette année. Malgré sa carrière professionnelle réussie, sa vie personnelle a été beaucoup plus chaotique, façonnée par une enfance difficile et des relations amoureuses compliquées, dont certaines se sont terminées par des tragédies. En 2020, lors d'une apparition dans Passage des Arts avec Claire Chazal, Vilar a évoqué un moment clé de sa vie, rappelant une conversation de 1967 avec le journaliste Jacques Chancel. Chancel a demandé « Comment va ta petite amie? Vous êtes heureux ensemble? Tu as une petite amie à la maison, n'est-ce pas ?» Vilar a répondu « Ma petite amie s'appelle Robert. » Ce commentaire amusant a servi de reconnaissance publique subtile de son homosexualité, même si cela n'était pas qualifié de « coming out » à l'époque. Cette déclaration est survenue juste 2 ans après le succès décisif de Vilar avec son tube « Capri, c'est fini ». En France, sous l'administration Pompidou qui défendait des valeurs conservatrices, une telle révélation était choquante, et beaucoup pensaient que cela pourrait mettre en péril sa carrière. Une publication notable, Salut les copains, un magazine phare de l'époque yéyé, a complètement ignoré la révélation de Vilar. Dans le documentaire Chronique de l'âge tendre, diffusé en août 2022 sur France 3, Vilar a rappelé la réticence des médias à aborder sa sexualité. Je n'arrêtais pas de leur dire que j'étais gay, mais ils ne voulaient pas l'entendre. Salut les copains n'a jamais mentionné ce sujet. Les gens ne voulaient pas parler de ces choses.
Ce n'était pas dans la culture. Tout était très clairement divisé. Malgré ces défis, Villard n'a jamais hésité à discuter ouvertement de son homosexualité. Dans une interview avec Le Parisien en 2018, il a déclaré « Est-ce vraiment si courageux de dire la vérité quand quelqu'un te pose une question? Pourquoi mentir à ce sujet? C'est ridicule !» Il a ajouté avec humour « Les chanteurs romantiques sont-ils mieux adaptés à l'homosexualité? Je n'en doute pas. » Villard continue de se produire avec un spectacle à venir au Café de la Danse à Paris ce décembre, bien qu'il ait envisagé la retraite. Bien que Villard soit souvent interrogé sur sa sexualité, il ne se considère pas comme un leader du mouvement LGBTQ+. Il affirme que sa vie privée est personnelle, déclarant « Ma vie privée est mes affaires ». Dans une interview en 1966 sur France Inter, il a ouvertement déclaré sa sexualité, disant « J'étais le premier chanteur, en 1966, à faire mon coming out ». Sa remarque « Ma petite amie s'appelle Robert » a provoqué un émoi et le sujet de sa sexualité est devenu un sujet de discussion dans les médias français. En réfléchissant à l'industrie musicale des années 1950, il a noté dans les années 1950, Trenet, Claveau, Mariano, Sablon et bien d'autres, tous les crooners étaient gays. Cela a-t-il empêché l'existence de chansons romantiques? Non. Je pense en fait que les crooners sont plus doués pour être homosexuels. Un personnage complexe, naviguant entre célébrité et amitié. Connu pour sa franchise, Hervé Villard se retrouve souvent au cœur de la controverse. Le 30 mai, le chanteur de Capri, C'est fini, a attiré l'attention en attaquant l'animateur Jordan Deluxe lors d'un échange houleux sur X. En effet, monsieur, je trouve pathétique que des gens brillants jouent à votre petit jeu ridicule. L'amertume ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je dis ce que je veux, visage de rat, a-t-il déclaré. Choqué, le présentateur de chez Jordan a mis en lumière le commentaire de Villard sur son compte, le critiquant pour sa sortie. Villard est resté silencieux en réponse. Un mois plus tard, le 3 juillet, lors d'une apparition sur Sud Radio, Jordan Deluxe est revenu sur l'incident, exprimant son incompréhension. « Il m'a traité de « visage de rat » en ligne. Je ne comprends pas, je ne l'ai même jamais rencontré, je ne le connais même pas. Je suis perplexe face à cette situation. De plus, quelqu'un comme lui, que je respecte et adore, j'aimerais beaucoup l'avoir dans mon émission. Il est vraiment ma cible. » Qu'est-ce qui a poussé Hervé Villard à s'en prendre à Jordan Deluxe de cette manière? Malgré les tentatives d'engagement de l'animateur, le chanteur s'est produit au Francophonie le 12 juillet, apparemment imperturbable, juste 12 jours avant son 77e anniversaire. Il a été invité à ouvrir le célèbre festival de musique et à livrer une performance jugée impressionnante par les observateurs. Entouré de jeunes auteurs-compositeurs émergents, il a chanté ses succès, réarrangés pour l'occasion, ainsi que de nouvelles chansons de son prochain album studio, le premier depuis 2015. « Le monde change, le monde bouge et nous avançons », a-t-il proclamé mystérieusement devant un public captivé. Hervé Villard est une figure complexe, indifférente aux tendances et perpétuellement sur le fil, capable du pire, comme l'incident avec Jordan Deluxe, et du meilleur, comme sa performance au Francophonie. Cette dualité pourrait-elle signifier une instabilité émotionnelle chronique ou un problème de santé caché? Rassurez-vous, Hervé Villard va bien. Sous son apparence de fort caractère, il est une personne loyale qui se souvient de ceux qui ont croisé son chemin. Il a formé une amitié durable avec les membres de la compagnie créole, ayant partagé la scène lors de la 5e saison de la tournée Âge tendre. Il était donc naturel qu'il assiste aux funérailles de José Sebeloué le 12 septembre, l'un des fondateurs du célèbre groupe caribéen, décédé de la maladie de Parkinson à l'âge de 74 ans, une terrible condition dont même ses fans n'étaient pas au courant. Avec une émotion visible, Hervé Villard a côtoyé la foule d'anonymes présents à l'église Saint-Ambroise, dans le 11e arrondissement de Paris, pour la messe en mémoire du défunt.
D'autres personnalités notables étaient présentes, y compris des membres de la compagnie créole, avec la chanteuse Clémence Bringtown visiblement bouleversée, Jean-Claude Naimro du groupe Cassave, Christiane Obidol de Zouk Machine, Sophie Darel, Fabienne Thibault et Alain Turban, qui ont également participé à la tournée Âge tendre mentionnée précédemment. Peu importe ce que l'on pense d'Hervé Villard et de ses accès incontrôlables, il se présente toujours lorsque ses proches sont en détresse ou touchés par une tragédie. Avant tout, il reste un artiste qui continue de nous surprendre à un âge où d'autres profitent d'une retraite bien méritée. Hervé Villard, un voyage résilient à travers les défis de la santé. En 2008, l'état de santé d'Hervé Villard a suscité de vives inquiétudes parmi ses fans. Alors qu'il devait se produire lors de 2 concerts, l'un à Genlis dans la Côte d'Or et l'autre à Brest vers la fin de l'année, le chanteur de 62 ans a subi une crise cardiaque. Il a été rapidement opéré, entraînant une vague d'angoisse chez ses fidèles admirateurs. La triste nouvelle a été annoncée par son bureau de presse peu après. Dans un communiqué rapporté par Le Figaro, il était indiqué « Il a subi une opération le lundi 17 novembre. Sa vie n'est plus en danger et il a juste besoin de repos et de temps pour retrouver la santé. » Cette annonce a apporté un soulagement à ses fans qui étaient sur le qui-vive après la nouvelle choquante de son urgence médicale. Comme l'avait annoncé l'agent de presse du chanteur, malgré ce choc, Hervé Villard a montré une force remarquable et est ressorti indemne. Depuis cet incident qui a changé sa vie, Villard a réalisé des progrès significatifs dans le maintien de sa santé. Il a adopté un mode de vie plus sain, se concentrant sur une nutrition équilibrée et une activité physique régulière, qu'il considère comme essentielle pour prévenir de futurs problèmes de santé. Bien qu'il ait rencontré quelques défis de santé persistants, il reste optimiste et dévoué à son bien-être. Ses récentes interviews reflètent un état d'esprit positif, soulignant l'importance de la résilience et de l'espoir face à l'adversité. Malgré ses préoccupations de santé, Hervé continue d'interagir avec ses fans à travers la musique et les réseaux sociaux, partageant des aperçus de sa vie et des mises à jour sur son parcours de santé. Il s'est également engagé dans des œuvres caritatives, utilisant sa plateforme pour sensibiliser à la santé cardiaque et à l'importance des contrôles médicaux réguliers. Une vie en chanson et en découverte de soi. Et enfin, nous ne pouvons pas passer sous silence le parcours d'Hervé Villard pour devenir une star. René Villard a été découvert lors d'une audition par le directeur de Philips Records et a signé avec Mercury Records, ce qui a conduit à la sortie de son premier single en décembre 1964. Cette EP comprenait 4 titres, dont « Je veux chanter ce soir » et « Une voix qui t'appelle », mais n'a pas rencontré le succès escompté. Sa maison de disques souhaitait qu'il reprenne un tube américain, mais il a refusé, insistant pour écrire ses propres chansons et a obtenu 2 mois pour le faire. Il a adopté le nom de scène Hervé Villard, en retirant un L de son nom de famille pour une meilleure visibilité sur les titres, et en choisissant Hervé pour correspondre phonétiquement à ses initiales R.V. Il a conservé le D final pour éviter toute confusion avec le fils de Jean Villard. En travaillant sur son 2e single, il a été inspiré par une chanson de Charles Aznavour. C'est fini. Après une audition ratée au Golf Drouot, il a vu une annonce dans le métro pour « Partez en vacances à Crémar ». Capri. De retour chez lui, il a écrit les paroles et composé la mélodie de Capri, c'est fini sur son petit Farfisa en seulement 7 minutes, initialement intitulé Marie, c'est fini, après une rupture avec une fille de Nice. Bien qu'initialement réticente, sa maison de disques a finalement accepté de produire le morceau. Il a été rejeté par le jury du concours Rose d'Or à Antibes, mais a reçu des passages à l'antenne sur Europe 1. Sorti en juin 1965 dans le cadre d'un EP avec 3 autres chansons, dont une reprise de Il Mondo de Jimmy Fontana et une adaptation d'une chanson folklorique napolitaine, le titre a atteint la 2e place des charts français, vendant plus de 400 000 exemplaires.
Il a été enregistré en plusieurs langues, atteignant la première place en Espagne, au Brésil et en Turquie, et faisant partie du top 15 en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas. En novembre 1965, il a ouvert pour Claude François lors d'une tournée et a donné de nombreux concerts au Palais d'Hiver à Lyon, la plus grande salle de musique d'Europe. Son premier LP, comprenant 12 titres, dont Capri, C'est fini, a été largement distribué à travers l'Europe, vendant 450 000 exemplaires. Il a tourné au Liban, à Varsovie et à Moscou. Mettant en avant dans une photo célèbre, avec 46 stars du yéyé français en avril 1966, il a tourné aux côtés d'Adamo, Michel Thor et de son ami Christophe, devenant proche de Dalida, qui l'a soutenu. Profitant du succès en 1966 avec des succès comme Fais-la rire, Mourir ou Vivre et Pedro, ses ventes ont commencé à décliner et la presse est devenue critique. Jacques Chanich déclarant Hervé Villard, c'est fini. En réponse à la négativité, son attaché de presse a mis en scène une fausse tentative de suicide. Il a joué devant des salles combles au Palais des Sports à Oran, en Algérie, et a tourné en Espagne en 1966. Jacques Revaux a composé, comme d'habitude, en 1967, l'offrant initialement à Hervé Villard comme une face B. Cependant, Revaux l'a présenté à Claude François, qui l'a réécrit avec le parolier Gilles Thibault, convainquant Villard de retirer sa revendication. S'étant publiquement déclaré bisexuel en 1967 lors de Radioscopie de Jacques Chancel, il a fait face à des réactions négatives de la part de ses conseillers et de sa maison de disques, qui le jugeaient encore plus terminé. Il a ensuite entrepris une tournée de 2 ans en Amérique latine, où des titres comme Yo Tengo Penas et Un Adios ont gagné en popularité, surtout en Argentine. De retour en France en 1969 avec Sayonara, écrit par Jacques Revaux, le single a vendu 100 000 exemplaires. De 1970 à 1974, il a fait partie de l'écurie de Claude Carrère avant de rejoindre le label Tréma. En plus des albums sortis en Amérique latine, il a produit de nouveaux titres en France, dont On laisse toujours quelqu'un derrière soi et Amore Caro, Amore Bello, qui ont dépassé les 150 000 ventes. Il a performé pour l'impératrice d'Iran, Farah Pahlavi, à son palais et a donné des concerts publics en Israël sous Moshe Dayan et en Espagne de Franco. Rêverie a vendu 150 000 copies, mais l'album La génération de mauvaise réputation a été un échec. Il a fait un retour significatif en France avec le succès Nous, atteignant le statut de disque d'or en 1979 avec plus d'1 million de ventes, devenant le 4e disque le plus vendu de l'année. Il a ressorti Capri, C'est fini, qui a vendu plus de 250 000 exemplaires, et son prochain single, J'ai mal, je t'aime, a également dépassé les 150 000 copies. En tête d'affiche à l'Olympia pour la première fois du 31 décembre 1979 au 6 janvier 1980, il a sorti un album live en mars 1980. Cette même année, le succès Revient est devenu le 7e disque le plus vendu en France, avec plus de 800 000 exemplaires vendus. Tout au long de la décennie, il a continué à sortir des albums et à tourner, offrant des spectacles de charité et des apparitions dans des orphelinats. Il a joué à l'Olympia en janvier 1981 et à nouveau en septembre 1982, sortant un album live qui a atteint le statut d'or, ainsi que la compilation 14 chansons d'or. Je l'aime tant a vendu plus de 300 000 exemplaires en 1982
tandis que l'album de 1983 Ensemble, comprenant la chanson méditerranéenne, une adaptation de l'Italiano de Toto Cutugno, a vendu plus de 600 000 exemplaires. L'album Les chansons que j'aime a suivi en 1984, incluant des reprises de Comme d'habitude, Que je t'aime de Johnny Hallyday, La maladie d'amour de Michel Sardou et Les paradis perdus de son ami Christophe. Il a sorti Petit Brin 2 ans plus tard et s'est produit sur le podium du Tour de France en 1986 ainsi qu'à l'Olympia. L'amour défendu a été publié en 1990, abordant le sida. Il est revenu à l'Olympia les 15 et 16 mai 1991. Du 9 au 19 janvier 1992, il a joué au Théâtre des Variétés, recevant l'Ordre national du mérite de Jean-Paul Belmondo. En 1995, son dernier disque d'or, la compilation La vie est belle, le monde est beau, est sorti. Il est retourné à l'Olympia en 1996 et à nouveau en 1997 pour rendre hommage à l'emblématique salle avant sa destruction. À la fin des années 1990 et au début des années 2002, il a donné de nombreux concerts et galas en France, se concentrant sur des chansons des années 1990, partageant la scène avec Patrick Juvet, Rose Lorenz, Dave, Jean-Pierre Madère et Plastique Bertrand. En 1998, un nouvel album intitulé Simplement a été publié. En janvier 2004, il a ouvert une salle de spectacle à son nom à Berry, élargissant son univers musical en février avec la sortie de Cris du cœur, présentant des textes littéraires contemporains d'auteurs tels que Marguerite Duras, Bertolt Brecht, Aragon, Pablo Neruda, Bernard Dimet et Jean Genet. Cette incursion dans un style musical plus élitiste lui a valu des invitations à de nombreuses émissions de télévision et au Festival des Francopholies à La Rochelle, recevant des éloges de la part de la presse qu'il avait précédemment ignorés. Un récital de 6 semaines au théâtre de 10 heures a suivi. Publiant le premier volume de son autobiographie, L'âme seule, le 11 janvier 2006, il l'a dédié à son père adoptif, Daniel Cordier. Le deuxième volume, Le bal des papillons, sorti le 2 novembre 2007, a rencontré un succès critique et public, vendant plus de 275 000 exemplaires. Hervé Villard et nous a été publié en novembre 2015, un hommage public aux grands textes de la littérature française, enregistré lors d'un récital au Théâtre La Bruyère. À 71 ans, il s'est produit pour la dernière fois lors d'une tournée d'adieu nationale qui a inclus l'Olympia début mai 2018, concluant plus de 50 ans de carrière là où il avait commencé. Le 21 mai 2019, pour le 20e anniversaire de Étonnez-moi Benoît sur France Musique, il a interprété L'écharpe de Maurice Fanon. En sortant la 3e partie de ses mémoires, intitulée Du lierre dans les arbres, le 4 novembre 2020, il a continué à réfléchir sur sa vaste carrière et sa vie. Merci d'avoir regardé. Quelle est votre chanson préférée d'Hervé Villard? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'aperçus sur la vie de vos artistes préférés.